Pour ce club, comme tous les vendredis, Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud. Bonjour. Merci d'être là, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et un petit nouveau. Bonjour Alex Darmon. Bonjour Oriane. Merci beaucoup Alex d'être là, journaliste politique, auteur de documentaires politiques. Et on va parler avec vous de l'impossible formation du gouvernement. Pour le moment, Emmanuel Macron veut un Premier ministre issu d'un rassemblement des forces républicaines. Le nouveau Front populaire ne s'est toujours pas mis d'accord. Et Quentin, il y a une voix au Sénat qui s'est fait entendre hier. Exactement, Gérard Larcher qui s'oppose à un gouvernement du nouveau Front populaire, on l'écoutera. Et on voit ça tout de suite dans ce club spécial législatif. L'actualité des législatives, c'est aussi l'actualité dans nos régions. On va en parler pour à Mulhouse. On va aller à Mulhouse, on retrouve Emmanuel Delahaye, journaliste politique aux dernières nouvelles d'Alsace et à l'Alsace. Bonjour Emmanuel, merci beaucoup d'être avec nous dans vos pages. Vous revenez bien sûr sur la situation politique et les tractations dans tous les camps. Effectivement, oui, importante séquence politique dans nos pages ce matin. Vous le disiez à l'instant, des tractations en cours et surtout peut-être des incertitudes qui les accompagnent pour l'instant, puisqu'au dernier pointage, un seul chiffre, la nouvelle Assemblée pourrait compter jusqu'à 13 groupes parlementaires différents. Et puis c'est peut-être un peu notre tropisme alsacien, on complète ce dossier d'ouverture par un zoom sur une vieille pratique parlementaire de nos voisins d'Outre-Rhin, celle des larges coalitions politiques qui font là-bas partie du paysage habituel allemand. Alors, à l'heure où aucun camp politique ne dispose à lui seul d'une majorité absolue, peut-être est-il temps d'importer, de tester ce modèle en France. En tout cas, c'est ce que pensent ici plusieurs élus alsaciens, dont Raphaël Schellenberger. Pour vous le situer, Raphaël Schellenberger vient d'être réélu député LR du Haut-Rhin. C'est surtout un très proche du député du Lot, Aurélien Pradier, qu'il pourrait bien aider à créer son propre groupe parlementaire, on y revient encore. Et en attendant, ce qui est certain, c'est que pour l'instant, Raphaël Schellenberger refuse catégoriquement de siéger dans le nouveau groupe présidé par Laurent Wauquiez depuis mercredi, la droite républicaine. Pourquoi il lui reproche d'exclure le principe même d'une coalition avec le camp présidentiel. Il juge que c'est irresponsable pour celui qu'on présente souvent comme présidentiable en 2027. Raphaël Schellenberger, à ses yeux, juge nécessaire d'accepter un exercice de responsabilité. Et on y revient, il explique que le pays ne peut pas se permettre à l'heure actuelle de perdre 3 ans et doit donc essayer de s'inspirer du modèle allemand des grandes coalitions. Merci beaucoup. Et justement, le modèle allemand des grandes coalitions, c'est la une des dernières nouvelles d'Alsace. La coalition modèle allemand scrutée de près en France. C'est à la une de votre journal, Emmanuel, et à la une de l'Alsace. Tout autre sujet, c'est le café. L'Alsace aussi, c'est faire du bon café. Voilà, on sort un peu de la politique. Il y en a déjà beaucoup par ailleurs. C'est la vogue des torréfacteurs artisanaux. C'est à lire dans l'Alsace. Merci beaucoup. Merci Emmanuel Delahaye d'avoir été... Avec plaisir. Merci. Et évidemment, on vous retrouve avec grand plaisir à la rentrée. Et Emmanuel nous parlait des difficultés au sein du groupe LR. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des 3 blocs, mais il y a aussi le groupe LR. Arnaud, ça frite. Laurent Wauquiez, c'est une ligne très affirmée. Ça peut éclater un peu plus les Républicains. Vous savez, tout est possible aujourd'hui dans la situation dans laquelle on se retrouve. La réalité, c'est que, si vous voulez, les Républicains sont toujours poursuivis par ce dilemme de savoir comment ils se positionnent. Là, en l'occurrence... si vous voulez, compte tenu de la composition de l'Assemblée nationale, on voit bien qu'il y a un certain nombre de républicains qui sont plutôt favorables, d'une certaine manière, à une alliance implicite ou explicite avec le bloc central. D'autres qui considèrent qu'il faut conserver cette ligne d'indépendance et d'autonomie. Pour l'instant, force est quand même de constater, au stade où nous parlons, parce que les choses vont très vite en ce moment et évoluent très rapidement, que plutôt M. Wauquiez a réussi à tenir ses troupes en ce moment, au regard de la situation. C'est-à-dire qu'il y a une espèce un peu d'attentisme aussi qui doit vraisemblablement, quelque part, tenir les parlementaires LR dans une situation très instable. Ouais, on est dans l'attentisme, Alex ou... Ah non, loin de l'attentisme pour moi. Il se passe plein de choses de tous les côtés. C'est incroyable ce qui se passe quand même, puisque les LR pouvaient sortir renforcés de ces élections législatives. Et au final, c'est vrai qu'il y a 2 lignes. Quand vous parlez avec des membres des Républicains, ils vous disent que
ils comprennent pas trop. Il y a une stratégie isolationniste de la part de Laurent Wauquiez. Et puis de l'autre côté, vous avez les ténors du parti, Xavier Bertrand, Jean-François Copé, Valérie Pécresse, qui veulent, eux, faire une alliance. Le problème, c'est qu'ils sont pas là. Ils sont pas dans l'Assemblée. Ils sont pas dans le Parlement. Et donc, à partir de là, Laurent Wauquiez, il a gagné. C'est le nouveau patron du parti. Il va changer le nom. Aurélien Pradier, dont on parlait il y a quelques secondes, va essayer, mais il va pas réussir à monter son groupe puisqu'ils sont 5. Son micro-parti du courage, il va lui en falloir dans les années qui viennent. Donc, c'est incroyable ce qui se passe chez les LR. À mon avis, on n'est qu'au début de la recomposition à droite. Oui, alors Valérie Pécresse est sur une ligne un peu différente. Valérie Pécresse, parce qu'en fait, il y a deux options pour aller très vite. Il y a une option, une sorte de coalition plurielle dans laquelle les LR participeraient, mais il y aurait aussi les socialistes. C'est plutôt d'ailleurs, de fait, celle que Valérie Pécresse semble privilégier à ce stade, parce qu'elle ne croit pas justement à la possibilité, et elle n'a pas tout à fait tort d'ailleurs sur le plan arithmétique, en l'occurrence, quand on regarde l'arithmétique parlementaire, elle ne croit pas, si vous voulez, à cette alliance implicite ou explicite, peu importe, je ne sais pas quelle forme elle prendrait d'ailleurs, on n'a pas très bien compris d'ailleurs, au demeurant. C'était un soutien sans participation. Moi personnellement, j'ai pas vraiment saisi, mais elle a raison de dire que finalement l'alliance, en tout cas informelle, entre les Républicains et le bloc central ne serait pas suffisante, tout simplement. Ça là-dessus, je crois qu'il suffit de savoir compter pour s'en rendre compte. Il faut juste en fait suivre ce que va faire Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, il est en 2027 déjà. C'est ce qui l'intéresse, c'est le fait de pouvoir se créer une légitimité, se créer une équipe autour de lui. Voilà. Et là, aujourd'hui, il a réussi son coup pour le moment, M. Wauquiez, puisqu'il est président du groupe des LR, enfin de la droite républicaine, et il va essayer de mettre la main maintenant sur le parti pour pouvoir construire sa stratégie en 2027. Mais est-ce qu'ils peuvent tenir sur une ligne d'indépendance ? Ils l'ont fait, hein. Ouais, ils l'ont fait. Alors après, si vous voulez... Ils disent que c'est ce qu'ils font au Sénat depuis plusieurs années. Oui. Ouais, enfin, au Sénat, ils sont majoritaires. Là, ils sont une soixantaine dans une assemblée de 577. Ils sont majoritaires au Sénat. Mais si vous voulez, après, ça va dépendre de l'évolution des événements. Ça va aussi dépendre de l'évolution de l'opinion publique. C'est-à-dire que si l'opinion publique commence à considérer que, pour aller très vite et parler trivialement, ça commence à bien faire de ne pas avoir de gouvernement dans une situation qui est quand même une situation très compliquée comme celle de la France, il peut y avoir des voix au sein de LR qui poussent encore plus, même au sein du groupe LR, pour que, je veux dire, on essaye de nouer une alliance, ne serait-ce que pour gérer, d'ailleurs, dans l'urgence, un certain nombre de dossiers particulièrement importants. Donc, je crois qu'on est vraiment au début d'un processus. Mais vous savez, il faut bien comprendre une chose, dans toutes ces affaires depuis le début, c'est qu'on nous dit coalition, comme en Allemagne, comme en Belgique, comme en Italie ou comme en Espagne. La différence fondamentale, et ça je crois qu'il faut quand même bien le comprendre, c'est que la Ve République, c'est un régime hybride. Certes, c'est une démocratie parlementaire, mais c'est aussi un système semi-présidentiel, comme le disait Maurice Duverger. Et que, vous voyez bien le comportement de Wauquiez. Wauquiez, s'il défend une ligne d'indépendance, c'est que d'abord, il pense à 2027. Ah ouais. Il pense à l'élection présidentielle. Et l'élection présidentielle, elle pèse fortement comme une contrainte pour la constitution d'alliance, parce que beaucoup de leaders politiques se disent finalement l'alliance ou la coalition, c'est peut-être prendre un risque ensuite pour mon avenir en tant que présidentiable. C'est ça aussi qui crée le blocage, une sorte de bataille d'ego aussi finalement. Oui, il y a une bataille d'ego, mais vous l'avez dit, ils sont majoritaires au Sénat, ça dure depuis des années. Là, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, donc ils ne sont pas minoritaires au final, on ne sait pas ce qui se passe dans l'Assemblée nationale. Donc ils prennent leur temps, ils se construisent progressivement, et effectivement, la grande clarification appelée des vœux du président de la République, peut-être qu'elle va se dérouler encore pendant quelques mois, pendant même peut-être quelques années, et vous allez enfin assister à ce... Oui, je sais que je suis optimiste, hein, mais on peut assister à cette recomposition politique d'ici 2 à 3 ans. Mais là, aujourd'hui, il y a des stratégies individualistes pour chacun. Voilà, et Laurent Wauquiez, il est entièrement dedans. Alors, on va parler d'une voix importante chez les Républicains. Quentin, c'est le président du Sénat qui s'est exprimé hier pour la première fois depuis le résultat du second tour. Et cette prise de position a jeté un froid à gauche, on peut le dire. Deuxième personnage de l'État, président LR du Sénat, qui a pris position et qui entend barrer la route à la gauche. Écoutez, c'était sur BFM TV hier. Si le président de la République appelait un Premier ministre issu du nouveau Front populaire... Oui, je m'opposerai. Et j'appellerai mes amis à censurer ce gouvernement, car ça ne correspond pas à la volonté profonde des Français.
La gauche qui a reproché à Gérard Larcher cette prise de position, soulignant le manque de cohérence entre protection des institutions et combat politique. Ainsi, Marie-Pierre de la Gontrie, sénatrice socialiste, a écrit ce tweet. Président Larcher, vous dites être dans ce cas en mode combat, mais contre qui? Le deuxième personnage de l'État en combat contre le premier. Prôner l'affrontement, ce n'est pas protéger les institutions. Également, le message de la sénatrice écologiste Mélanie Vogel. Au départ, c'était surtout pas Mélenchon, puis surtout pas LFI, puis surtout pas LFI ni les écologistes, puis là, surtout pas le NFP tout court. C'est dur à encaisser pour la droite, mais il n'y a pas que la droite qui peut gouverner. Les Français nous ont mis en tête. Je vous propose d'écouter une dernière réaction. C'était ce matin, Manuel Bompard, qui évoque, lui, une réponse à Emmanuel Macron. Lui, il parle d'un veto présidentiel. Écoutez. En quelque sorte, c'est une volonté de rétablir un droit de veto présidentiel. Mais pardon, nous sommes en démocratie. Il y a eu dimanche le résultat des élections législatives et ces résultats sont très clairs. Il y a un bloc qui est arrivé en tête de ces élections, en tout cas qui dispose du plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale, c'est le nouveau Front populaire. Et l'usage de nos institutions, c'est qu'au lendemain des élections législatives, le président de la République se tourne vers le bloc qui est arrivé en tête et lui demande de Mais vous lui contestez le droit. Voilà, Alex, on entend veto présidentiel d'Emmanuel Bompard, c'est dans la lignée de ce que disait Jean-Luc Mélenchon qui lui parlait d'un veto royal. Est-ce que c'est juste? Est-ce que Emmanuel Macron essaye de contourner le résultat des élections? Moi, j'aimerais juste qu'on se mette en perspective les choses quand même. Si demain, le président de la République, Emmanuel Macron, appelle le nouveau Front populaire à faire un gouvernement, qui arrive? Il appelle qui? Ça fait 5 jours qu'on nous dit ils sont en train de se réunir, ils vont se mettre d'accord. Vous vous rappelez au moment de la création du programme commun il y a 2 ans et puis il y a quelques semaines, combien de temps ça avait pris sur des points vraiment dérisoires? Aujourd'hui, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le nom d'un Premier ministre. Franchement, moi je comprends le président de la République quand il dit qu'il attend de voir comment ça va se passer la semaine prochaine, comment les candidats, les groupes, tous les présidents de groupe ne sont pas encore élus. On sait que les écologistes doivent élire leur présidente ou leur président. Il attend de voir la composition de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, rien ne se dégage. On nous a dit que ça allait prendre 2 jours, puis 3 jours, puis maintenant on dit on a jusqu'au 18 juillet. Attendons jusqu'au 18 juillet. Est-ce que c'est l'impossibilité de la gauche à se mettre d'accord et à trouver un nom qui laisse la porte ouverte à d'autres accords et à d'autres coalitions? Mais non, le vrai problème c'est que la gauche n'est pas majoritaire. Je veux dire, à un moment donné, il faut revenir à la base. Je veux dire, alors, mais est-ce que si elle avait sorti un nom dès dimanche soir, ça n'aurait pas un peu bloqué Emmanuel Macron? Prenons un exemple. Ils se mettent d'accord sur un nom, peu importe lequel. Demain, ce nom, Premier ministre, forme un nouveau gouvernement. Qu'est-ce qu'il fait à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qu'il fait à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas de majorité pour gouverner. Alors, ils disent qu'ils peuvent prendre des décrets, qu'ils peuvent faire des choses dès qu'ils sont à Matignon. C'est leur argument. Je veux dire, le budget, comment ils le font passer? Comment ils le votent? Comment ils votent? Le budget, c'est l'acte essentiel de l'automne. Qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas de majorité. Donc il faut arrêter, j'allais dire, de colporter ce récit qui consiste à dire qu'ils sont arrivés certes en tête, en siège. D'abord, ils ne sont pas arrivés en voix, premier point. Quand même, il faut le rappeler. Et deuxièmement, il y a un autre aspect, alors lui qui est plus politique et qui n'est pas institutionnel, c'est que le pays, quand on regarde l'ensemble des rapports de force, a plutôt voté majoritairement à droite plutôt qu'à gauche. Donc ça serait quand même un paradoxe que, je veux dire, ceux qui sont minoritaires puissent gouverner. Donc le président de la République, il sait lire une carte, il sait lire un rapport de force politique et il en tient compte. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut quand même en revenir à la base. Et la base, c'est que la gauche n'est pas majoritaire. Oui, mais Arnaud, personne n'est majoritaire. Ce raisonnement, on peut le tenir pour tous les groupes politiques. Qu'est-ce que fait le président de la République? Et là-dessus, moi, je partage ce que dit Axel, il a raison. C'est-à-dire, le président de la République, il attend de voir comment les choses vont infuser ou pas à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, vous avez des blocs et vous avez en effet des possibilités d'alliance potentiel, évidemment, entre ces différents blocs, mais en tout cas, entre le bloc, ce qu'on appelle le bloc central, et quelques partis, je veux dire, soit du bloc de gauche. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, puisqu'on voit bien que les parties prenantes du bloc de gauche considèrent qu'elles ont un mandat, et le mandat, il doit rester dans le cadre du Front populaire, mais éventuellement avec LR, potentiellement. Et il ferme la porte, ok. Mais la réalité, c'est que, oui, il n'y a pas de solution. La réalité, c'est que je crois qu'il faut quand même se rendre compte qu'à l'heure où l'on parle, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Et c'est bien le problème. Et c'est peut-être bien le drame aujourd'hui de la démocratie française. Depuis une semaine, on nous dit la tradition républicaine veut qu'on appelle un membre du NFP. Le problème, c'est qu'il n'y a rien de traditionnel dans ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a rien de normal.
Voilà, on est dans une situation complètement inédite, donc on s'adapte à cette situation complètement inédite. Vous êtes dans une période, là, et le président de la République le savait très bien quand il a dissous l'Assemblée nationale, dans une période d'été, de vacances scolaires, de Jeux Olympiques, et il y avait l'Euro qui s'est mal passé au milieu, bref, rien ne va. Donc rien n'est traditionnel, donc tout le monde doit s'adapter, et malheureusement, les Français subissent. Je rajouterai un dernier point sur le bloc de gauche. Certes, ils arrivent en tête avec 192 sièges, mais en plus, ils sont divisés. La meilleure preuve, c'est qu'on le voit aujourd'hui. Ils ne sont pas en mesure de s'entendre sur un nom pour accéder à Matignon. Je rappelle que quand la gauche revient au pouvoir en 1997, la gauche plurielle, on sait durant la campagne législative que si elle l'emporte, qui sera son Premier ministre ? Ça sera Lionel Jospin. Ils n'ont pas été capables de se mettre d'accord sur un nom durant toute la campagne législative, ce qui quand même pose un problème, en l'occurrence. Ils considèrent qu'aujourd'hui, ils sont aux portes du pouvoir, et malheureusement, ils ne sont pas en mesure de donner un nom. D'où ma question, Arnaud, parce que le nouveau Front populaire, il critique le fait qu'Emmanuel Macron ne les appelle pas au pouvoir. Mais est-ce qu'ils ne sont pas eux-mêmes responsables de cette situation en n'arrivant pas à afficher un nom ? Si. Mais il y a les deux. Il y a le fait qu'encore une fois, ils sont que 192 à l'Assemblée nationale. Vous êtes quand même 182 même. Pardon, oui. 182. Ou 182, pardon, vous voyez, 182. Donc 182, c'est même plus une majorité relative. C'est une plus forte minorité. Mais une plus forte minorité, ça ne fait pas une majorité relative. C'est complètement ça. Vous avez plein de minorités, et ces minorités font une majorité. Le problème demain, c'est que s'ils arrivent à se mettre d'accord, imaginons, le nouveau Front populaire... C'est les vacances d'été. Rêvons un petit peu. Le nouveau Front populaire arrive à se mettre d'accord et à sortir un nom de son chapeau. Comme l'a dit Arnaud tout à l'heure, qu'est-ce qui va se passer à l'Assemblée nationale ? Qu'est-ce qui va se passer ? Les gouvernements vont tomber les uns derrière les autres, à chaque fois. Et donc, il va falloir se remettre d'accord à chaque fois, et puis on va avoir des alliances de tous les côtés, et ça ne ressemblera plus à rien. Ce que pourrait faire le président de la République, à la limite, en étant un peu machiavélique, c'est qu'en effet, il donne quitus. Il leur dit, écoutez, allez, chiche, je vous appelle à Matignon, proposez-moi un nom et formez un gouvernement. Voilà. On verra très vite qu'une motion de censure sera déposée, que ce gouvernement n'est pas viable sur la distance. Ce qui nous ramènerait ensuite, éventuellement, peut-être, pour le président de la République, peut-être il pourrait, dans ce cas-là, essayer de faire un coup à droite. Essayer de voir s'il n'y a pas une possibilité avec LR. Non, mais je ne veux pas lui donner conseil parlementaire. Mais je veux dire, bon, peut-être qu'il vous écoute, Arnaud. Mais il y aurait quand même, il y a un sujet dans ce cas-là. C'est ce qu'il fait depuis 7 ans, Arnaud. Voilà. C'est ce qu'il fait depuis 7 ans, un coup à droite, un coup à gauche, un coup au centre, et puis un coup à droite encore. Mais effectivement, pardon, Alex, vous disiez, on n'avait jamais vécu cette situation. Elle est tout à fait originale. On n'a jamais vécu cette fragmentation. Et donc, on nous donne des exemples dans les partis politiques de l'Italie, par exemple, où il y a ces difficultés à avoir des majorités, et où dans ces cas-là, il y a effectivement des premiers ministres qui doivent former des majorités et qui doivent essayer de monter des coalitions, quitte ensuite à avouer qu'ils n'y arrivent pas, qu'ils n'y parviennent pas. Et dans ces cas-là, le président charge un autre premier ministre, un autre président du Conseil, d'essayer de former ces coalitions. C'est l'exemple qu'on nous donne en nous disant on va devoir changer de culture et davantage prendre de l'exemple de l'Italie, par exemple. Oui, sauf que la culture politique italienne est d'une beaucoup plus grande plasticité que la culture politique française. En Italie, ils peuvent faire des combinaisons qui sont totalement improbables. Quand M. Salvini s'allie avec le mouvement 5 étoiles, c'est comme si demain, Marine Le Pen s'alliait presque avec Jean-Luc Mélenchon. Ce qui est possible en Italie est totalement impossible en France, parce que tout simplement, c'est pas la même culture politique. Et c'est pas les mêmes institutions aussi. Complètement. Déjà, rien que là, les alliances à gauche, c'est compliqué. Rien qu'aujourd'hui, les alliances dans le NFP en tant que tel, c'est compliqué. Vous savez, il faut dire la vérité aussi, c'est que, oui, ils n'arrivent pas à trouver de nom de Premier ministre au NFP, mais les conversations durent aussi parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les périmètres des ministères entre eux. Au sein même du NFP, Parti Socialiste, la France Insoumise, les écologistes, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une organisation commune entre eux. Alors avant de trouver un Premier ministre, je pense qu'ils ont bien d'autres problèmes que de trouver le nom de celui qui va les incarner, c'est de savoir quel ministère, à quelle place, pour quel parti, qui va être président du groupe, qui va être président de l'Assemblée nationale. Il y a du boulot, hein. On va parler du Bloc central, puisqu'on apprend ce matin que Gabriel Attal devrait être élu demain président du groupe Renaissance. Il est le seul candidat. Est-ce qu'une personnalité telle que celle de Gabriel Attal va renforcer ce Bloc central, Arnaud ? Je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, le Bloc central, il est traumatisé quand même, malgré tout, par cette dissolution. Même si force est de reconnaître que, in fine, ils perdent. Ils perdent quoi, plus de 90 députés, ce qui est quand même considérable, donc il n'y a plus de majorité. Mais ils ont limité la casse, d'une certaine façon, quand même. Les désistements
liés au Front républicain ont permis quand même, malgré tout, de colmater un peu l'avarie. Mais il en demeure pas moins qu'on voit bien qu'à l'intérieur de ce bloc aujourd'hui, déjà, l'après Emmanuel Macron est en train de se préparer. Il suffit d'entendre les déclarations de M. Philippe. On voit bien que M. Attal s'est totalement émancipé et autonomisé du président de la République. Et on voit bien aussi qu'il y a des tensions, parce qu'il y a aujourd'hui ce qu'on appelle l'aile gauche de la Macronie. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais enfin, en tout cas, manifestement, elle existe, qui n'est pas très favorable, par exemple, à une alliance avec LR. Alors, je ne sais pas où en est M. Sacha Houlié de la création éventuelle ou potentielle d'un groupe social-démocrate à l'intérieur de la Macronie. Mais on assiste à un truc extraordinaire là en ce moment. C'est-à-dire qu'en fait, Emmanuel Macron, qui a fractionné tout le champ politique depuis 7 ans, est aujourd'hui victime de, j'allais dire, son entreprise de fractionnement de tous les camps, puisque lui-même, son propre camp, est en train de se fractionner. On va, je crois, se retrouver avec plus d'une dizaine de groupes parlementaires, voire 12 groupes parlementaires, un record. Qui nous ramène vraisemblablement à la période la plus glorieuse de la 4e ou de la 3e République, où on avait là aussi beaucoup de groupes parlementaires. Peut-être un peu moins d'ailleurs, au demeurant même, c'est possible, il faudrait vérifier, mais on se trouve vraiment dans une situation qui aujourd'hui vient aussi déstabiliser ce que l'on appelle le bloc central. Et puis quand vous perdez finalement, le macronisme c'était le dépassement de la droite et de la gauche, mais quand vous perdez, vous vous retrouvez dans une situation de crise et chacun retourne d'où il vient, c'est-à-dire à droite ou à gauche. Donc ça va être le retour, la restauration du clivage droite-gauche ? Je ne sais pas, mais en tout cas, on parle beaucoup du nouveau Front populaire, on peut aussi parler du centre, hein, parce que Gabriel Attal, président de groupe, on ne sait pas duquel d'ailleurs, dans quelques semaines. Renaissance. Ouais, Renaissance, mais avec qui, avec comment, pourquoi faire, on ne sait pas. Normalement, il devrait être le plus proche allié du président de la République, d'Emmanuel Macron, parce qu'il n'y aura plus du gouvernement macroniste. Bon courage, parce que quand vous voyez les relations entre ce Premier ministre Gabriel Attal et le Président de la République depuis quelques semaines, on sait qu'il n'a pas du tout soutenu cette dissolution, qu'il lui en veut. Personne. Voilà, mais c'est pas le seul. Mais donc il va falloir fédérer. Il y a une ligne de mire, c'est 2027, mais il reste 3 ans avant 2027, dont la situation qui nous attend. Moi, pareil, je serais aussi inquiet pour ce groupe du centre que pour le nouveau Front populaire. Au final, je suis désolé, il faut le dire, ceux qui marquent des points aujourd'hui, ceux que vous n'entendez plus depuis dimanche, vous avez beaucoup entendu avant, c'est le Rassemblement national, ils sont en retrait, eux ils sont déjà dans une perspective de préparer l'après, de ce qui va se passer, et ils regardent... les gens se s'entretuer. Et on va y venir sur ce rôle du RN, mais on va terminer sur le bloc central. On va écouter Gérald Darmanin, qui a été élu, réélu, député Renaissance. On va l'écouter, il appelle à une autocritique. Il était ce matin sur RTL. Les électeurs de Tourcoing, d'Alluin, dans ma circonscription, m'ont élu. Ça fait 7 ans que je suis au gouvernement, donc je souhaite revenir député. Mais en tant que député, je souhaite soutenir, évidemment, un gouvernement qui soit conforme à ce que je pense. Voilà, et ne pas laisser la France insoumise rentrer en responsabilité. Voilà, il parlait également d'une autocritique. Elle va être nécessaire, cette autocritique. Est-ce que cette dissolution, elle a marqué la fin du macronisme ? Est-ce qu'il va falloir tout reconstruire dans le camp présidentiel ? Elle a marqué la fin de la prééminence du président de la République et finalement le fait que le quinquennat est aujourd'hui non seulement bousculé, mais bascule. Donc... on voit bien qu'il y a des voix, mais c'est normal, dans toute défaite, vous avez des voix qui s'élèvent pour appeler à un droit d'inventaire. C'est ce qu'avait fait d'ailleurs Lionel Jospin dans les années 90, après les 14 années de François Mitterrand. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui pour, si vous voulez, permettre de reconstruire ce qu'a été le macronisme ? En d'autres termes, la question c'est quoi ? Est-ce que le macronisme peut continuer à exister sans Emmanuel Macron ? Parce qu'on est déjà rentré dans l'après-Macron d'une certaine manière, puisque le président de la République ne peut pas se représenter. Donc les ambitions personnelles de ceux qui l'ont suivi naturellement s'expriment. Et est-ce que finalement, en effet, ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire cette défaite électorale du macronisme, va amener, encore une fois, chacun à revenir dans son camp originel ? C'est la question. Est-ce que ce bloc central va exister, va continuer à exister ? Le centre, en tant que courant politique, continuera à exister. Mais va-t-il aujourd'hui prendre une nouvelle forme ? Va-t-il se dissoudre ? Ce sont des questions qui restent en suspens. C'est trop tôt. C'est trop tôt pour le dire. Et de toute façon, les uns ont besoin des autres pour le moment. Si Gabriel Attal est président de groupe, Gérald Darmanin se met de côté, Elisabeth Borne aussi.
C'est trop tôt. C'est tellement le flou pour tout le monde aujourd'hui qu'ils ont besoin de pouvoir se soutenir, créer un groupe, exister à l'Assemblée nationale, peser à un moment donné. Vous avez des campagnes municipales qui arrivent avant les élections présidentielles. Là aussi, ça va permettre de reconstituer quelque chose. Donc je pense que c'est trop tôt. La vraie question pour moi, c'est de savoir quel rôle va ou peut jouer le président de la République là-dedans. C'est ça la question. Est-ce qu'il va réussir à refédérer ou est-ce que c'est vraiment fini du macronisme? Moi, je pense que le macronisme n'est pas terminé, mais le macronisme sans le président de la République. Voilà. Non, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, toutes les figures qui ont compté dans ces 7 années que nous venons auxquelles nous venons d'assister, au sein de la Macronie, sont en train quand même de partir. Enfin, de partir, pas de partir, mais de prendre leur distance, en tout cas. De prendre leur distance. Ouais. C'est-à-dire, ils deviennent parlementaires, donc ils n'ont pas l'intention, en tout cas, de participer à un gouvernement, en l'occurrence. Donc ça dit quelque chose aussi sur l'état de très grande fragilité quand même aujourd'hui du bloc central. Un dernier mot sur le RN, Alex, vous en parliez tout à l'heure. Marine Le Pen qui a dit hier qu'elle censurera, que le Rassemblement national censurera un gouvernement s'il y a des insoumis, s'il y a des écologistes. Quel rôle peut jouer le RN? Le rôle qu'il joue maintenant depuis 2 ans. Un rôle politique, en fait, vouloir voter des lois, négocier peut-être pour la présidence de l'Assemblée nationale afin de négocier des postes derrière sur des présidences de groupe ou des postes importants à l'Assemblée nationale. Eux, ils sont dans une stratégie, mais depuis quelques années maintenant, une stratégie politique avec un projet politique. L'objectif, c'est de pouvoir réussir demain, en 2027, à gagner une élection présidentielle, être majoritaire, enfin, à l'Assemblée nationale. Et je vous le disais, il y a des élections aussi qui arrivent municipales en 2026. Bref, s'installer progressivement dans le paysage, continuer à s'installer progressivement dans le paysage politique, parce qu'on banalise le résultat du Rassemblement national dimanche soir, mais il double son nombre de députés. Alors, ils espéraient, Jordan Bardella espérait et répétait sur tous les plateaux qu'il allait être Premier ministre, qu'il allait avoir la majorité absolue. C'est une défaite au final. Mais si vous prenez juste un petit peu de recul sur ces résultats-là, ils doublent leur nombre de députés en 2 ans. Déjà qu'ils avaient augmenté de 80 députés en 2022. Là, ils arrivent à être 148, je crois, ou 158, je ne sais plus. C'est énorme. Donc, ils vont pouvoir... Avec Éric Ciotti. Éric Ciotti, Ciotti RN, comme tout le monde l'appelle. Merci à tous les deux. Vous restez avec nous le vendredi. C'est notre reportage patrimoine. Dans 2 semaines débuteront les Jeux Olympiques. Adrien Pain nous emmène dans les coulisses de la fabrication des médailles. 5084 seront remises aux athlètes olympiques et paralympiques. Elles sont frappées par la monnaie de Paris, dessinées par le joaillier Chaumette, et la Tour Eiffel, vous allez le voir, est très présente. Encore quelques rubans à fixer. À la monnaie de Paris, les toutes dernières médailles commencent à sortir des ateliers. Une commande de plus de 5000 exemplaires et une production à un rythme industriel depuis janvier. Je vais m'assurer de son centrage. D'un rond de métal à la forme finale, une trentaine d'étapes se succèdent. Et je vais lancer le cycle et on va lui appliquer 700 touches. Pour cette occasion historique, un morceau de métal un peu particulier est utilisé. Chaque athlète victorieux repartira chez lui avec un petit bout de Paris. Donc ça, c'est un morceau de la Tour Eiffel. Donc qu'on va retrouver, qu'on va venir insérer dans la médaille. Cette idée-là était absolument magique. On ne savait pas si c'était possible de le faire. On s'est rapproché de la société d'exploitation de la Tour Eiffel qui, elle, nous a dit si c'est possible parce qu'il y a en effet un endroit, pas loin de Paris, où on stocke plein de morceaux de la Tour Eiffel. Ce processus de fabrication complexe, assuré à la fois par les machines et les artisans, la monnaie de Paris le perfectionne depuis plus d'1 siècle. La monnaie de Paris frappe les médailles olympiques depuis 1896. Pour les premiers Jeux de l'ère moderne qui se sont déroulés à Athènes, c'est déjà la monnaie de Paris qui frappait les médailles olympiques. Mais avant de sortir des ateliers de la monnaie de Paris, c'est ici, place Vendôme, au cœur de la haute joaillerie française, que ces médailles ont été imaginées. Et la prestigieuse maison Chaumet les a conçues comme un bijou de luxe. Déjà, on a l'hexagone qui représente la France, et cet hexagone, c'est la partie de la Tour Eiffel. Donc nous, on a proposé de faire un hexagone, cet hexagone de le sertir à la manière d'une pierre précieuse. Quant au verso, il reste le même à chaque édition des Jeux, à une exception près, une Tour Eiffel rajoutée en arrière-plan. Et la Dame de Fer est partout sur les médailles puisque des motifs rappelant le monument sont même ajoutés sur le cordon. On arrive assez rapidement sur des schémas, sur des idées qui nous viennent. Une des autres inspirations, le style art déco en référence aux Jeux de Paris de 1924.
Paris 2024 souhaitait aussi que ce design soit très art déco, donc avec des formes très tendues, très géométriques. Et là, avec ce rayonnement qui était complètement figé et égal, ça ne nous convenait pas. Et on est arrivé assez rapidement de le faire de façon complètement aléatoire, justement pour que la médaille, lorsqu'on la présente à la lumière, elle puisse vivre et qu'elle nous mette vraiment l'athlète encore plus en valeur lorsqu'il va l'avoir autour du cou. Une commande olympique qui représentait un défi inédit pour le chef d'atelier de Chaumet. On fait beaucoup de commandes spéciales. Faire un diadème pour la maison du bijou de tête, c'est pas un gros problème. Mais faire des médailles pour 5084 athlètes, sachant que dans nos archives, on n'a pas trouvé de médaille. C'était complètement pour nous une nouvelle expérience. Pour ne pas partir totalement de zéro, la maison Chaumet s'est replongée dans ses anciennes créations, et notamment ses diadèmes. Depuis 1780, le joaillier en a conçu plus de 2000 pour des monarchies et de grandes familles aristocratiques. Ça peut paraître un peu étonnant qu'on aille chercher du côté des diadèmes pour trouver notre inspiration. En portant un diadème, vous affirmez un statut social, vous affirmez votre réussite, vous affirmez une victoire. Et à travers ça, en fait, on est très très proche de la logique des médailles olympiques. En fait, les premiers athlètes dans des Jeux olympiques de l'Antiquité étaient couronnés d'une couronne de laurier, donc vraiment d'un bijou de tête. Reste maintenant à savoir combien de ces médailles Made in France finiront autour du cou des athlètes français. En vacances. Et voilà pour les coulisses de la fabrication de ces médailles olympiques. Quentin, évidemment, dernière émission, on perd pas les traditions. Regarde ce qu'elle a une de la presse régionale. Et on parle des législatives. Oui, on continue à parler des législatives. Ça occupe toujours la presse régionale. À gauche et à droite, objectif Matignon, titre ce matin le Dauphiné libéré, c'est à Grenoble. Ouest France qui titre sur le défi du compromis en France, à lire dans le journal. L'édito de Stéphane Vernet, qu'on connaît bien, Public Sénat. Journaliste qui se demande si les partis de gauche et le gouvernement socialiste, écologiste ou communiste seront prêts à lâcher leurs alliés insoumis pour s'engager dans des pourparlers avec le centre et la droite. À suivre. Oriane. On tiendra au courant. Ouais. Plusieurs journaux parlent des moustiques, rien à voir. Hein. Voilà, ils nous rendent dingues avec un jeu de mots sur le mot dingue, car l'insecte n'est plus seulement le cauchemar de nos jardins aux beaux jours. Un premier cas de dingue autochtone est signalé dans l'Hexagone, ce qui fait craindre une épidémie, raconte la Dépêche à Toulouse, dans les pages intérieures de Var Matin. On se demande si avec les intempéries et la chaleur, il ne pourrait pas y avoir encore plus de moustiques cet été. D'où ces conseils, éviter les eaux stagnantes, nettoyer les gouttières régulièrement ou couvrir les bidons d'eau et les bassins. Paris-Normandie revient sur ce début d'incendie sur le site de la cathédrale de Rouen. Oui, hier, sous les coups de midi, un incendie a touché la flèche de la cathédrale au niveau de la zone de chantier. Le pire a été évité, dit ce matin le journal. On a pensé à Notre-Dame de Paris, lit-on dans les pages intérieures. L'origine de l'incendie reste inconnue. Rachida Dati, la ministre de la Culture qui était sur place hier, parle pour l'heure d'un incendie accidentel. On termine avec les célébrations du 14 juillet, c'est la une de la presse régionale. Voilà, les journaux de nombreux départements proposent des cahiers spéciaux sur le programme des fêtes nationales en France. Et si on faisait la fête, lance la Voix du Nord, avec des célébrations qui commencent dès ce vendredi. Je vous donne la carte par exemple des feux d'artifice pour le seul département du Cher. Les carrés roses, ce sont des feux d'artifice, on va peut-être les voir dans la suite. Voilà, les carrés roses, ce sont les lieux où il y a les feux d'artifice samedi. Anvers, c'est dimanche. C'est là qu'on réalise le nombre de fêtes de village et de spectacles partout en France ce week-end. Sancerre, c'est samedi soir. En Richemont également. Bourges, la fête est dimanche soir. Vous direz, vous, c'est voilà, chez vous. C'est ça, c'est le programme de mon week-end. C'est pour ça qu'il fait le programme de son week-end. Arnaud, votre livre, Aux portes du pouvoir, RN, il est ta victoire et la revue politique et parlementaire. Oui, alors le prochain numéro, vous n'avez pas la couverture, c'est dommage. Ça sera consacré au sport et à la politique. L'essentiel étant de participer. Et avec votre chaîne YouTube, Indécis. Ouais. Et voilà, allez-y, rentrez, puisque vous l'avez compris, c'est la dernière émission de la saison, évidemment. On voudrait remercier toutes les équipes qui font cette émission, évidemment. L'équipe éditoriale sous la direction d'Albert Ripamonti. Merci Albert, pilier de cette émission. C'est vrai que vous êtes moins nombreux, vous êtes beaucoup levés, dis donc, ce matin. Les JRI, Adrien, évidemment, Malo, notre stagiaire, la régie, la prod, Lucie, la com, Clara, évidemment, merci. Et puis tous nos invités, Zaineb à l'édition et tous nos invités, évidemment. Benjamin, vous êtes là. Arnaud, Alex, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous cette saison et de vous lever très tôt. Et puis on vous retrouve avec grand plaisir la saison prochaine. On se donne rendez-vous le 9 septembre. Passez un très bel été. Merci.
quotidiennes régionales et les télévisions locales vous ont présenté le Club